Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble et nous allons commenter l'actualité avec Patrick Mignon. Bonjour. Bonjour. Ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, La Voix du Peuple. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Bonjour à vous. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Merci d'être Bonjour avec Sophie. nous. Et Romain Collas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour à vous. Bonjour Valérie, bonjour à tous. On va revenir sur le procès de Viry-Châtillon avec ce verdict extrêmement commenté, commenté même par le président de la République. Emmanuel Macron monte au front sur la sécurité. Grande interview dans le Figaro. Il sent bien qu'il est dépassé sur sa droite, donc il a peut-être besoin d'évoquer un peu plus en profondeur les questions de sécurité. Et puis Covid et frontières, la France encore en retard. Est-ce qu'on a pris des mesures suffisamment restrictives? Les mesures de confinement pour les voyageurs venant du Brésil n'entreront en vigueur que d'ici une dizaine de jours. Donc pendant ce temps-là, les avions arrivent. Commençons avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Patrick Mignon. Alors moi, écoutez, je vais parler de l'attitude pour le moins pénible, je mesure mes mots, de l'Algérie à l'égard de la France. Je vous rappelle quand même qu'il y a pas mal de temps, il y a quelques jours, monsieur Hachemi Djabaoud, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a déblatéré contre la France, la qualifiant d'ennemi traditionnel et éternel. Donc si c'est une tradition d'avoir la France comme ennemi chez eux et de nous garder comme ennemi éternel, libre à eux. Mais à ce moment-là, il faut qu'on en prenne acte nous-mêmes. À la suite des protestations légitimes qui ont été faites après cette déclaration d'un ministre quand même, ça s'est envenimé et c'est le président Tebboune, pour sauver la face, qui a annulé la visite de Jean Castex. Tant mieux, ça a évité aux représentants du gouvernement et au gouvernement lui-même, une fois encore, de se repentir de choses permanentes. Et puis récemment, on pensait que ça pouvait se tasser, non. Monsieur Abdelmajid Chikli, conseiller de monsieur Tebboune, donc le président algérien, fustige la France, accusé d'avoir répandu l'analphabétisme. Alors là, les bras m'en tombent. Parce que si franchement, c'est la France qui répand l'analphabétisme en Algérie, là, il y a un petit problème. Je rappelle quand même accessoirement que les 2 premières personnes occidentales tuées au début de la guerre d'Algérie, c'était justement un couple d'instituteurs, les époux Monroe, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été sortis du bus pour être fusillés par le FLN. Donc voilà. Donc moi, ça m'indispose. Alors quelle attitude peut-on avoir? Moi, je pense que dans la graduation, il faudrait remettre d'abord l'Algérie au même rang que tous les autres pays pour ce qui est l'obtention des visas, arrêter ce privilège ou cette facilité qu'il y a à délivrer des visas aux ressortissants algériens, premièrement. Ensuite, convoquer fréquemment l'ambassadeur d'Algérie en France chaque fois qu'il y a un écart de langage comme ça pour vérifier si c'est une erreur ou si c'est intentionnel et quelles sont les intentions réelles derrière. Moi, je sais que les intentions sont réelles, mais on peut faire diplomatique. Rappeler notre ambassadeur, monsieur François Gouillette, qui a été accusé en plus de rencontrer trop fréquemment l'opposition algérienne. Donc, je pense qu'un ambassadeur quand même est assez libre de ses mouvements dans un pays quand il est en temps normal. Et puis pour finir, pourquoi pas aller à la rupture des relations diplomatiques, si c'est ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me gênerait pas. Nous, via La Voix du Peuple, ça ne nous gênerait pas. Moi, je dis que ça suffit, la repentance. D'ailleurs, on a encore vu monsieur Macron sur CBS faire acte de contrition pour tout ce que la France avait fait de mal dans le monde, etc. Ça reprend. Et je rappelle enfin, dernière chose, que l'Algérie n'est pas l'ennemi de la France. Ça serait bien qu'on ait des relations apaisées, d'égal à égal, de pays à pays. Mais il faut être 2 pour avoir des relations apaisées. Mais il faut être 2 pour en avoir, on est d'accord. Qu'est-ce que vous pensez des excuses d'Évian? Et attendez, et Julien Freund, le dit très clairement dans son bouquin, que moi j'ai découvert récemment, c'est pas... si on vous désigne comme ennemi, vous n'y pouvez rien. C'est l'autre qui vous désigne comme ennemi. Donc si l'Algérie veut que la France soit effectivement un ennemi traditionnel et éternel, dont acte, et agissons en conséquence. Attendez, Sophie, Jean-Luc Touly a commencé à parler. Sophie, excusez-moi. C'est comme les excuses de l'entreprise française Evian, etc. Je trouve ça absolument lamentable que une entreprise commence à faire des excuses, sur ce domaine-là. Bon.
Oui, enfin c'est encore autre chose, mais c'est sur la repentance, l'excuse. Voilà, absolument. Sophie. Oui, alors je voulais vous dire que justement, je m'étais renseignée auprès du MEDEF parce que quand ce voyage a été annulé, le président était supposé être accompagné, pas le président, le Premier ministre d'ailleurs, de Geoffroy Roux de Bézieux et du MEDEF. Et donc j'ai dit qu'est-ce qui se passe, et on m'a dit oh là, on m'a raconté que c'était une histoire d'avion, qu'en fait comme il y avait moins de gens, l'avion avait été diminué, donc du coup comme d'habitude il n'y avait pas de place pour les entrepreneurs. Mais ce qui était intéressant, c'est que le MEDEF a dit mais de toute façon on n'en a rien à faire, on a important, de très bons contacts avec l'Algérie et économiquement, on travaille très très bien avec eux. Donc ça c'est important parce que ça n'intéresse personne, mais c'est quand même finalement assez fondamental. Et puis pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, je voudrais vous lire un passage de Saint-Augustin que je trouve extraordinaire. Je cite: à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Oui. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Et je trouve cette phrase absolument extraordinaire parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout est excusable, tout est toléré à partir du moment où c'est toléré dans tous les domaines. Et je pense qu'il faut se relire cette phrase parce que ça part en quenouille partout. Romain Colas, sur ce que vient de dire Patrick Mignon à propos de la repentance de l'Algérie, sujet compliqué s'il en est, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, éminemment compliqué parce que on a une relation à l'Algérie, et quand je dis on, c'est la France et les Français, qui est l'héritage de méandres tourmentés d'une histoire commune qui a parfois été heureuse, mais qui a aussi été malheureuse. Moi, je suis fils de Pieds-Noirs, vous savez, de rapatriés d'Algérie, de ces centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont revenus en 62 quand on leur a dit c'est la valise ou le cercueil, qui sont restés marqués à jamais dans leur âme, dans leur chair. Donc moi je regarde cette histoire des liens entre la France et l'Algérie avec beaucoup de recul, en évitant les jugements hâtifs. Les plaies n'ont jamais été pensées. Non. Je trouve que ce qu'a demandé le président Macron, notamment à Stora, est intéressant. Il faudrait qu'il y ait une volonté partagée du pouvoir algérien d'aller vers les voies de l'apaisement. C'est pas le cas aujourd'hui. La France, le rapport à la France est souvent instrumentalisé par le pouvoir algérien à des fins de politique politicienne, à des fins de politique intérieure. Ne tombons pas dans le piège grossier qui peut être tendu par celles et ceux qui veulent instrumentaliser un rapport à la France qui n'est pas celui, Sophie de Menton vient de le rappeler, qui n'est pas celui des Algériens, ceux de la société civile algérienne. Celui du président, celui de l'autorité algérienne quand même, non? Oui, mais je vous le dis, on instrumentalise parfois en Algérie, c'est aussi le cas en France, ça peut arriver, le rapport entre nos deux pays à des fins de politique intérieure. Moi, je suis pas sur la position qui était exprimée d'aller vers des ruptures de relations diplomatiques, etc. Je pense qu'on a encore une génération au pouvoir en Algérie qui vit, qui spécule politiquement sur l'héritage de la guerre décoloniale. J'espère que dans les années qui viennent, nous aurons des relations apaisées d'État à État, mais je pense que ces prises de parole ne reflètent pas encore une fois la pensée profonde des Algériens vis-à-vis de la France. Oui, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que c'est leur président, ce sont leurs dirigeants qui expriment cette idée-là. C'est quand même au plus haut niveau. Oui, tout à fait. Mais la France peut demander des explications. Ça a été dit aux ambassadeurs, c'est etc. un peu comme la Turquie d'ailleurs. Vous êtes Pieds-Noirs, Romain Colas, mon épouse... Non, je suis fils de Pieds-Noirs. Oui, fils de Pieds-Noirs. Mon épouse est Pieds-Noirs, elle est née en Algérie. Et donc, toute ma belle famille l'est également. Donc, quelle est l'ambiance alors là-bas? Je connais... je sais pas, ils n'ont plus de relation. Ils connaissent quelques personnes qui sont restées, mais ils ont plutôt rompu avec, et une majorité de ma belle famille, et donc dans la région sud de la France. Mais vous avez raison, il faudrait qu'il y ait des relations apaisées d'État à État. Mais encore une fois, comme l'a dit Valérie Expert, on ne peut pas faire la paix tout seul. Si les autres ne le veulent pas, alors c'est un peu facile, je trouve, Romain Colas, de toujours se réfugier derrière le peuple ne pense pas ce que ses dirigeants pensent. Parce que quand les dirigeants pensent quelque chose qui ne nous va pas, on dit oui, mais le peuple n'est pas d'accord. Puis quand les dirigeants disent quelque chose qui nous va, même si le peuple n'est pas d'accord, on s'en contente. Donc en fait, vous savez, la lucidité et la nuance, c'est jamais très facile. Non, je sais. Mais de toute façon, vous avez raison. C'est une situation extrêmement compliquée. Mais encore une fois, si le ministre algérien nous désigne comme un ennemi traditionnel et éternel, c'est pas nous qui l'avons dit. Donc à un moment, il faut en prendre acte. Alors oui, c'est vrai qu'arriver vers une situation apaisée est compliquée, mais
c'est toujours nous, et j'ai toujours le sentiment que c'est la France qui, sur ce plan-là, fait les efforts diplomatiques, se couche, fait de la repentance, va sur place reconnaître des fautes, alors que de l'autre côté, ça n'est pas le cas. Le rapport Stora que vous avez mentionné, pour moi, est vraiment problématique, et pour beaucoup de gens, il est problématique, parce qu'il va dans un seul sens, et c'est d'ailleurs pour ça que M. Macron l'a demandé à M. Stora. Il ne l'a pas demandé à un autre historien, comme Jean Sévilla, par exemple, qui est tout aussi modéré, mais qui n'aurait certainement pas remis le même rapport. Bon, allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un petit instant. On va parler du procès de Viry-Châtillon, de l'interview d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans le Figaro à propos de la sécurité et Covid et frontières. La France toujours à la traîne. On y revient dans un instant. On est ensemble pour le 10h midi. Nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Romain Colas, secrétaire national du PS, maire de Boussy-Saint-Antoine, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, la voix du peuple, et Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. On va évoquer le verdict du procès de Viry-Châtillon, ces policiers qui ont été brûlés dans leur voiture, 5 condamnations alors qu'il y avait 16 personnes qui étaient dans le box. On va en parler de la sécurité, puisqu'Emmanuel Macron, vous l'avez entendu dans le journal de 11h, est en visite pour évoquer la sécurité, augmenter le nombre de policiers, sauf qu'on va y revenir, et je pense que Romain Colas, vous aurez des choses à dire sur un certain nombre d'événements qui se produisent régulièrement contre les policiers, sur des violences urbaines dont on parle assez peu dans les médias, et je le dis ici assez régulièrement. Il y a encore eu des violences urbaines à Tourcoing la nuit dernière, 2e soir consécutif, des affrontements, la lutte contre le trafic de stupéfiants qui entraîne ce genre de violence. Donc rajouter des policiers, est-ce que ce sera la solution? Et puis Covid et frontières, la France qui met du temps à réagir à chaque fois. Est-ce qu'il faudrait être plus restrictif? On continue notre tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Sophie de Menton a un coup de cœur. Oui, c'est à la fois un coup de cœur, un coup de gueule et un conseil, si je peux dire. Je suis, moi, très troublée par ce qui arrive, ce coup de gel qui a été épouvantable sur les viticulteurs qui sont des entrepreneurs, sur les agriculteurs en général. Ils ont non seulement eu ce qu'il y a à subir de cette crise, mais là, c'est vraiment terrible ce qui est arrivé. Et je voulais dire que, bon, alors c'est vrai, on s'apitoie 2 minutes et voilà. Et je voudrais dire que je voudrais lancer vraiment un appel à chacun d'entre nous, parce que il va falloir acheter français complètement sur tout ce qui est fruits, légumes, etc. Il faut s'y mettre tout de suite. Et je dis ça parce que moi-même, je vais au supermarché, je ne fais pas attention. S'il y a des fraises, je les prends. S'il y a... Oui, mais c'est cher. Entre les fraises espagnoles, pardon, Sophie, entre les fraises espagnoles et les fraises françaises, il y a une différence. Ça va du simple au double. Eh bien, écoutez, il faudra s'y faire, parce que de toute façon, ce simple au double, d'abord, on n'est pas forcé de manger, on peut manger un peu moins de fraises à un certain moment, etc. Mais il va falloir s'y faire parce qu'il ne faut pas se tromper. À force d'acheter moins cher partout ailleurs, vous allez le payer de toute façon. Vous allez le payer par des impôts, par des boîtes qui ne vont pas bien, par un pays qui est en train de se désagréger, qui économiquement va avoir un mal fou à se redresser. Donc là, c'est chacun d'entre nous. Et c'est vrai, exactement ce que vous avez dit, Valérie, c'est pour ça que je lance cette alerte, c'est qu'on se dit, bah oui, allez, c'est moins cher, et même tous les produits chinois, etc., on le sait bien. Eh bien là, en tout cas, pour l'agriculture, pour ce que nous consommons, il faut absolument consommer français sans aucune exception pendant les 3 mois qui viennent. Et ça a l'air de rien, mais je vous garantis qu'on le verra moins cher plus tard. Oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'intégrer ça. Mais en tout cas, soutien à nos agriculteurs, nos viticulteurs qui ont vu une grande partie de leur récolte complètement. Donc il faut boire avec modération, Sophie. Mais ils vont toucher des aides là aussi. Moi, je suis un petit peu effarée. Oui, enfin, on les tant mieux, aussi, les aides, tant mieux qu'on les aide, tant mieux qu'il y ait des aides. Mais c'est vrai, quand on voit les aides qu'il y a aujourd'hui en France, et tant mieux pour tous ces commerçants, ces restaurateurs. Mais ça, c'est le côté quand même positif de notre pays. Les tests sont gratuits, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, les tests PCR. Oui, bravo, on ne peut pas dire ça sans arrêt. Excusez-moi Valérie, mais les tests sont gratuits. On a eu moins de tests que tout le monde, plus tard que tout le monde. Et un coup de gueule gigantesque, on en parlera tout à l'heure, c'est l'interdiction de faire des autotests. C'est vrai. Je veux dire, Michel-Édouard Leclerc a fait une publicité. Michel-Édouard Leclerc et Haïti, nous avons réagi violemment par des communiqués de presse. Il n'y a que les pharmacies et encore quelques-unes. Alors qu'ils ont des millions d'autotests. Donc non,
non, c'est pas vrai. Gratuit peut-être, mais mal fait. Oui. C'est juste pas supportable. Et quant aux aides, Faut on en a nuancer. parfois donné Oui. trop. Oui. Non, mais justement, c'était pour faire prendre conscience de ça. Jean-Luc Touly, Ouais. c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule parce que moi je suis élu dans une petite ville de Vissou dans l'Essonne et on a beaucoup de problèmes d'incivilité au niveau des déchets sauvages. Mais on a un nouveau problème, c'est la prolifération absolument extraordinaire des antennes relais 4G, 5G, qui font l'objet de déclarations préalables des opérateurs vis-à-vis de la commune. Là, on peut le refuser, mais en même temps, du fait des positions gouvernementales, quasiment, on n'a pas vraiment possibilité on peut retarder, mais s'ils vont au tribunal administratif, le tribunal administratif donne souvent raison aux opérateurs. Mais maintenant, c'est dans le domaine privé. Et on a un certain nombre d'agriculteurs, de propriétaires, on va dire, parce qu'on a une ville avec beaucoup de terres agricoles, qui mettent chez eux, sur leur propre terrain, des antennes relais de 30 mètres. Et touche 12 à 15 000 euros par an. Donc c'est effectivement une manne intéressante pour ces personnes-là. Mais alors au niveau du paysage de notre ville, on est entouré autour de la ville donc d'antennes relais, mais maintenant ça va même dans le centre-ville. Et on a des grosses difficultés. Et malheureusement, du fait des positions gouvernementales et de la position de la justice, on a du mal à essayer d'arrêter toute cette prolifération. C'est la même chose pour les éoliennes, non? Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu le même problème. Qu'est-ce qu'il en dit le maire, monsieur le maire, sur ça? Comment ça se passe, les antennes relais et autres éoliennes? Là, je ne parle pas des ondes. Hein. Oui. Romain Colas? On l'entend pas. Ah, on l'entend pas. On l'entend pas. On l'entend pas. Ah pardon, ça y est. Ça y est. Oui, désolé. Oui. Je disais sur les éoliennes, je n'ai pas d'expérience, je suis aussi élu de l'Essonne, mais dans un paysage plutôt urbain, donc personne n'a eu encore de projet à développer d'éoliennes chez moi. Sur les antennes relais, moi je rejoins ce que disait Jean-Luc Touly. On a, c'est pas simplement le gouvernement, on a un dispositif légal qui vise à favoriser le déploiement de ces antennes relais, et donc le juge administratif, quand il est saisi par un opérateur si une commune bloque, il tranche dans le sens de la loi, c'est pas la faute du juge. C'est qu'on a un dispositif légal qui est fait pour que ça se déploie. Les outils que nous avons à notre disposition, et j'y pense par rapport à ces antennes de 30 mètres qui ont été mentionnées, c'est le plan local d'urbanisme. C'est-à-dire que quelle que soit la volonté du législateur de favoriser ou du gouvernement de favoriser le déploiement de ces antennes, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit être conforme au règlement local d'urbanisme et que donc on peut limiter la hauteur de ces implantations par le règlement local d'urbanisme. Mais il est évident que quand un opérateur propose de déployer une antenne et qu'il le propose conformément au droit des sols local, le maire n'a pas la capacité de l'empêcher. Oui. Surtout que chaque opérateur demande son antenne au lieu éventuellement d'avoir une antenne commune. Oui. Donc ça multiplie. Voilà, d'où l'intérêt. Moi, c'est en tout cas la position qui a été la mienne à Boussy-Saint-Antoine et qu'on essaye de mettre en œuvre dans le territoire. C'est plutôt que parce qu'à la fin, on sait qu'on perd. Plutôt que de nous opposer de façon systématique au déploiement d'antennes, d'autant plus que ça répond quand même à un besoin. Tout le monde s'inquiète de la présence d'antennes, mais tout le monde a un téléphone portable entre les mains et tout le monde veut du débit au moment où il a accès à des données. Donc nous, on a le choix que j'ai fait, c'est plutôt de discuter avec les opérateurs pour qu'on arrive à quelque chose de cohérent et éviter que ça fleurisse dans tous les sens. Et on déploie même, grâce à une entreprise locale qui va déployer son modèle nationalement, on déploie un système de bornes de recharge de véhicules électriques auxquels sont adossés un certain nombre de services et notamment potentiellement des antennes relais, ce qui permet de faire des petites cellules qui émettent des ondes beaucoup moins puissantes et de les intégrer dans le tissu urbain. Voilà, donc on essaye de joindre l'utile à l'utile en la matière. Alors, retour un petit peu sur ce que disait Sophie de Menton. Vous vous faites évidemment insulter, Sophie, parce qu'on vous dit que vous êtes riche et que vous avez les moyens d'acheter des fraises. Et pourtant, Lucia, elle nous dit, moi je suis employée de maison et j'achète les fruits français. J'en achète moins, mais français, parce que moi je fais des allergies, jamais les fraises espagnoles, parce que les produits phytosanitaires sont pas les mêmes et je réagis très mal. Donc effectivement, la solution c'est peut-être d'en acheter moins, d'en acheter en saison et de faire des choix. Après, on peut faire des choix, manger moins de viande mais meilleur, acheter du poisson moins souvent. Enfin, c'est une question d'organisation aussi. Et parfois, ça coûte beaucoup plus cher de mal manger que de bien manger. Alors, Romain Colas, vous, c'était un coup de gueule sur la réforme de l'assurance chômage.
Oui, sur la réforme de l'assurance chômage, parce que ça fait des mois et des mois que un certain nombre d'élus de l'opposition, notamment, moi je suis socialiste, des membres du Parti socialiste, les groupes parlementaires au Sénat comme à l'Assemblée, dénoncent un certain nombre d'effets cachés de l'assurance chômage. Le gouvernement a botté systématiquement en touche en disant que d'une certaine façon nous étions de l'ordre du fantasme et que cette réforme elle était éminemment juste, etc. La vérité c'est qu'elle vise à un moment où par ailleurs, vous l'avez rappelé, des milliards et des milliards se déversent utilement pour préserver notre économie. Elle vise à faire des petites économies par rapport aux montants qui sont en cause s'agissant du soutien à l'économie et à la relance, faire de petites économies sur le dos des chômeurs. Et il y a un rapport de l'UNEDIC, là ça vient pas des élus de l'opposition, ça vient de l'UNEDIC, un rapport de l'UNEDIC qui a été publié il y a plusieurs jours et qui a fait la démonstration que ce que nous dénoncions était vrai. C'était que les grands perdants de cette réforme, avec un décret qui a été publié le 31 mars dernier, vous voyez le moment qui a été choisi en plus, un moment où un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens sont considérablement fragilisés. Le décret publié le 31 mars dernier, il a un effet au 1er juillet prochain, c'est de pénaliser les femmes qui ont pris des congés maternité, c'est de pénaliser dans leur droit à indemnité ceux qui ont été en congé maladie et cynisme des cynismes, de pénaliser ceux qui ont été en activité partielle. Vous voyez que l'activité partielle aujourd'hui, malheureusement, elle est un modèle de fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises du fait de la situation sanitaire. Donc, il y a quelque chose d'indécent, enfin je le dis, d'indécent à pousser les feux sur cette réforme avec les effets qu'elle va avoir pour un certain nombre de personnes qui sont fragilisées, pas parce qu'elles en ont fait le choix. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de chômeurs qui ont fait le choix d'être chômeurs, particulièrement dans la période que nous vivons. Donc, il y a une forme d'indécence, mais qui dit beaucoup finalement de la nature du pouvoir macronien, quoi. Voilà, c'est ni de gauche ni de gauche. Oui, Sophie. Je peux comprendre et les arguments pris un à un sur des gens effectivement qui n'ont pas choisi le chômage partiel, la difficulté. Mais il y a un moment où on n'en peut plus. Nous sommes le pays socialement le plus avantageux, je dis volontairement avantageux entre guillemets. Nous sommes les plus protégés. Nous avons les chômages les plus longs, les indemnités les plus importantes. Franchement, il va falloir arrêter, quoi qu'on fasse. Alors, vous savez, il y a un truc là, on a une pandémie effroyable. Il va falloir travailler plus. Et ça, il y a un moment où c'est même plus une question de cas individuels. Il va falloir carrément travailler 2 ans de plus dans sa vie. Il y a un moment où il va falloir le dire, ou alors on va s'enfoncer jusqu'où. Mais c'est quoi le rapport avec l'indemnité chômage ? L'indemnité chômage, c'est que nous râlons sans arrêt parce qu'on manque d'indemnité. Il y a la réforme des retraites qui est injuste, il y a l'indemnité chômage, effectivement, c'est pas le moment où c'est mal, que ce soit souvent mal choisi et maladroit ce qui se passe, mais je voudrais qu'on garde quand même à l'esprit que nous sommes un pays terriblement privilégié et que nous allons le payer par une descente aux enfers. Oui. Donc oui, je veux bien. C'est vrai que, d'ailleurs, nous-mêmes, à Éthique, à un moment donné, on a dit comment est-ce qu'on peut baisser le chômage en pleine crise. C'était absurde, oui. Qu'il y ait des maladresses politiques, il y en a énormément, mais est-ce qu'on peut garder quand même en ligne de mire que nous sommes le pays au monde le plus protégé, le plus généreux. Enfin, maladresse politique, pardon, je rebondis un instant, mais très brièvement. Moi, mon sujet, c'est pas que ça relève de la maladresse politique, c'est effectivement inique d'envisager, enfin de mettre en œuvre une telle réforme dans la période. Mais je m'en fiche à cette étape de la maladresse politique. Ce que je vois, c'est qu'on a des femmes qui ont été en congé maternité. Alors, je ne sais pas si on pourra les considérer comme privilégiées, mais qui auraient eu droit à un moment, si elles étaient au chômage, à 900 € d'indemnité, qui vont passer à moins de 500. C'est ça les effets concrets. Voilà. Est-ce qu'elles sont privilégiées ? Je ne crois pas. Et est-ce que dans un moment où, on le sait, un certain nombre de Français sont éloignés de l'emploi, est-ce que franchement, baisser leurs indemnités pour les inciter à retrouver du boulot, c'est le meilleur moyen ? Moi, je crains. Et puis, moi, vous savez, je suis maire, je vois ce que ça veut dire que des familles qui passent de la pauvreté à la grande précarité. Voilà. Et très franchement, on n'a pas besoin qu'on nous en rajoute dans la période. Allez, on va marquer une pause, Sophie. Alors les fraises, ça fait réagir. Françoise vous dit, je suis surprise qu'on n'entende pas les écologistes sur ce sujet, acheter français. Merci Sophie de Menton. Oui, on achète moins et on gaspille moins. Et un autre auditeur me dit, les fraises, on ne peut pas comparer les fraises espagnoles, variété unique et ronde, aux fraises françaises, sifflerettes, mariguettes, Barra des Bois, gariguettes, surévaluées selon lui. Il a assez raison. Et Charlotte, perso, je les
prend dans les Landes ou dans le 47. Et ben voilà, on va faire un débat sur les fraises. Allez, on se retrouve dans un instant sur un sujet beaucoup plus terrible et tragique, le procès de Viry-Châtillon, cette attaque qui a été faite contre des policiers. C'était en 2016. À tout de suite. On est avec vous jusqu'à midi, 0826 300 300 si vous voulez réagir. On parlera de cette fermeture des frontières, enfin fermeture sur l'interdiction des vols en provenance du Brésil. Pourquoi le Brésil uniquement? On y reviendra. Procès de Viry-Châtillon, donc 6 semaines d'audience à huis clos. C'était 4 ans après les faits, donc ces faits abominables de policiers qui ont été brûlés, attaqués avec des cocktails Molotov. La Cour d'assises des mineurs de Paris a condamné 5 jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion et en a accusé 8 autres. La lecture du verdict, on le rappelle, a été interrompue par une bagarre générale dans le box des accusés. On a vu plusieurs avocats, dont Thierry de Montbrial, dire qu'ils n'avaient jamais vu cela. Nous venons d'assister à un naufrage judiciaire. On sait qu'il y avait 16 assaillants. On se retrouve avec 5 condamnations. Les syndicats de police ne comprennent pas non plus. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il recevrait personnellement les policiers blessés. C'est vrai que ce jugement fait beaucoup réagir. J'ai lu effectivement aussi ce que disait Thibault de Montbrial en disant le président du tribunal a dit que les accusés avaient eu de la compassion pour les victimes et que ça expliquait ces peines. Comment vous réagissez? Il n'y a pas d'appel? C'était en appel. C'était en appel. Donc voilà. Donc je sais pas qui veut. Mais pardonnez-moi, on Ouais. est de plus en plus indignés. Je citais cet Augustin sur Twitter. Il y en a qui s'en détonnent, mais c'est surtout une sagesse incroyable. C'est que nous sommes dans une dérive passionnelle, émotionnelle, avec de plus en plus nous avons peur. Plus nous avons peur, plus nous sommes agressés. Et je dois dire que être témoin de ça, c'est absolument terrible. C'est vrai que je ne comprends pas cette justice, mais que les yakas, ça marche plus. Je veux dire, on est à un stade où même le président de la République qui dit aujourd'hui qu'il va rajouter en fin de mandat. J'aime bien d'ailleurs le fait de rajouter en fin de mandat. Je sais pas, on aurait été au début de mandat, c'était peut-être pas plus mal, qu'il allait rajouter 10 000 policiers, etc., etc. Je ne sais pas, parce qu'il y a d'abord quelque chose à revoir complètement même au sein de la police. On n'a pas les moyens des ambitions qu'on affiche, c'est pas vrai. On va construire des prisons. Enfin, attendez, vous avez vu le temps que ça prend pour construire une prison? Oui. C'est complètement fou. Ensuite, on ne prend pas les vraies solutions. Parce que pourquoi est-ce qu'on relâche énormément? Parce qu'il y a des mineurs. Et nous n'avons pas de solution pour les mineurs. On n'a pas de solution non plus pour les cas psychiatriques qui sont très très nombreux et qu'on ne met pas en prison parce que, bah oui, mettre à fou en prison, c'est pas évident. Ou qu'on met en prison. Hein. Je lisais hier, suite aussi, parce qu'il y a aussi l'affaire Halimi, qui a beaucoup fait réagir. Et je crois que c'était un gardien de prison qui disait, bah voilà, chez nous, il y a un détenu schizophrène qui a voulu manger le cœur d'un autre détenu et qui lui a ouvert le ventre avec un couteau. Donc, il y a des choses qui se passent aussi avec des malades psychiatriques qui ne sont pas soignés en prison. Donc c'est vrai que là, il y avait 16 assaillants. Certains étaient complices puisqu'ils empêchaient les policiers de sortir pour qu'ils soient brûlés vifs dans la voiture. Et vous avez raison de dire que... Alors oui, terminé. Oui, et le problème, le problème, c'est que je dis mais nous ne voulons pas attendre 2 ou 3 ans que ça se mette en place. Je veux dire que les solutions, elles doivent être concrètes. Je veux dire, alors pardonnez-moi, c'est comme, j'en viens dans une entreprise, quand on décide de réagir, on dit demain il se passe ça, dans 8 jours c'est ça, un tel est chargé de ça, on fait tel objectif. Comment on fait? À part s'indigner et dire que c'est insupportable. Comment on fait? Et j'ai été très étonnée, c'est une parenthèse, de voir qu'hier sur France 2, il n'y avait pas eu un mot sur cette affaire. Je n'ai pas regardé France 2, j'ai regardé l'autre. Je zappe, mais c'est... Voilà. Patrick Mignon. Alors, d'abord, très clairement, pour moi, nous penchons du côté des policiers. C'est clair, c'est eux qui font vivre le pacte, qui maintiennent le pacte républicain le plus possible. Et je rappelle que la première des libertés, c'est la sécurité. Il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas de sécurité. Donc merci à eux. C'est scandaleux, effectivement. Je crois qu'on ne doit pas commenter une décision de justice, mais quand même... moi, j'avais dit dans ce studio, il y a quelques temps déjà, je ne sais pas si vous en souvenez, que j'étais pour le renversement de la charge de la preuve. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. Je peux vous dire que je ne connais pas un pays, ou alors je ne suis pas allé dans le bon, dans lequel des policiers
à la voiture desquelles on met le feu, et dont les gens bloquent les portières pour griller les poulets, comme ça a été dit, parce qu'il faut quand même rappeler les mots qui ont été prononcés, même si c'est une plaisanterie qui se termine comme ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec le côté plaisanterie, voilà. Donc, ils voulaient griller les poulets. Donc, je peux vous garantir que dans tous les pays dans lesquels j'ai été, les policiers auraient sorti leurs armes, fait usage de leurs armes à travers les portières du véhicule, ne serait-ce que pour sortir du véhicule en feu et éviter d'y mourir. Bien sûr. En France, ils ne le font pas parce qu'en règle générale, quand un policier utilise son arme, c'est lui qui risque de coucher en prison le soir même. C'est ce que m'avaient dit des gens de la BAC 93 que j'avais côtoyés. Ça, c'est le premier point. Donc, attendez, Sophie, je suis tout à fait du côté des policiers. Je rappelle qu'on est dans une démocratie parlementaire et représentative. Quel est le souverain? Le peuple. Le président est élu par le peuple. Les législateurs, c'est-à-dire les députés, sont élus par le peuple, les sénateurs. Les juges ne sont élus par personne. Alors moi, je crois qu'il faut réformer tout ça. Soit on va vers un système un peu à l'américaine où le responsable des juges est élu. Il faut qu'il en ait les compétences, certes, mais au moins, il est jugé sur ce qu'il fait, sur ce que font ses juges à lui. C'est le système américain. Peut-être ça n'est pas applicable en France, j'en sais rien. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faut qu'on instaure une commission parlementaire, Assemblée nationale, Sénat, permanente, qui juge ce genre de problème, de jugement qui pose un problème. Le fait de relâcher, par exemple, un détenu qui, le lendemain, assassine une gamine de 15 ans après l'avoir violée. Ça s'est vu fréquemment et encore récemment. Tout ça. Deuxièmement, les juges, je me souviens encore du mur des cons. La justice, elle est censée représenter par une femme qui tient deux plateaux en équilibre. Quand il y a le mur des cons et quand il y a la syndicalisation idéologique, moi, ça me gêne pour des juges. Donc, les juges ne doivent plus pouvoir être syndiqués. Et c'est pas moi uniquement qui dit ça, c'est notre mouvement qui dit ça et notre président. Ça ne changera pas l'idéologie. Je rappelle qu'il y a quand même quelque chose qui a cours, c'est la harangue de Baudot. Vous savez, ce professeur, ce juriste qui disait qu'entre le fort et le faible, il faut que le juge choisisse le faible. Entre l'étranger et le natif, il faut qu'il choisisse l'étranger, et ainsi de suite. C'est plus une justice équilibrée pour moi, ça. Donc ça doit être remis en question. Oui. Voilà. Monsieur Dupond-Moretti ne voit qu'un sentiment d'insécurité. Moi, je vois de l'insécurité. Nos concitoyens voient de l'insécurité partout. Donc, moi, je suis désolé. Je veux une justice qui s'occupe aujourd'hui plus des victimes que des criminels. Alors, c'est vrai que la justice, dans son ensemble, elle a affaire à des criminels et délinquants et elle les gère en prison ou à l'extérieur avec ses bracelets. Mais sauf qu'ils oublient complètement les victimes. Mais il y a eu, enfin, juste aussi une parenthèse, il y a eu récemment le rapport annuel des condamnations, et la France est un des pays qui condamne le plus. C'est une idée, voilà, ça va à l'encontre des idées reçues. Et il faut effectivement construire des places de prison. Juste citer la phrase de Thibault de Montbrial dans une interview au Figaro. Il dit: l'un des deux avocats généraux a conclu ces réquisitions en déclarant à l'intention des accusés qu'ils avaient, selon lui, de l'empathie et qu'ils constituaient à ses yeux une richesse pour le pays. C'est-à-dire que des mecs qui vont brûler des policiers constituent une richesse pour le pays. Romain Colas. Sur le jugement, le procès était à huis clos, on n'a pas pu avoir de compte-rendu des débats, ce qui a fondé la décision de la Cour d'assises, qui, je le rappelle, est une Cour d'assises pour mineurs. Oui, mais ce qui peut expliquer aussi les excuses de minorité, etc. Parce que ça, c'est le droit. Très franchement, j'ai pas d'avis particulier. J'essaye systématiquement de me tenir à ce qu'évoquait Monsieur Mignon tout à l'heure, c'est-à-dire de pas commenter les décisions de justice, y compris quand elles me font pas plaisir. Voilà. Ce que j'ai pu voir hier, parce que il y a eu un fait de délinquance sur le territoire de ma commune. J'étais avec c'est plus que de la délinquance, c'est un meurtre. J'étais avec les forces de l'ordre tout l'après-midi. J'ai pu mesurer à quel point les fonctionnaires de police étaient dans l'incompréhension totale face à ce jugement. Donc moi, je me prononce pas sur la décision. Je m'excuse de m'astreindre, c'est pas un manque de courage. J'essaye de m'astreindre. J'ai pas participé au débat, je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas sur quoi elle est fondée cette décision. Mais ce que je mesure, en revanche, c'est la déception des policiers, l'incompréhension qui est la leur. C'était effectivement un procès en appel, donc il y a plus d'appel possible. Et c'est le parquet général qui avait fait appel, qui jugeait que les
les peines n'étaient pas assez fortes. En première instance, et résultat des courses, on a des gens qui avaient été condamnés en première instance qui se retrouvent acquittés. Voilà, c'est un jugement que, comme beaucoup de Français et comme énormément de fonctionnaires de police, je ne comprends pas. Et c'est peut-être regrettable d'ailleurs qu'au terme d'un procès à huis clos sur un sujet qui a ému à juste titre le pays tout entier, on ne puisse pas accéder à un certain nombre de motivations de jugement. C'est peut-être plus vers ça d'ailleurs qu'une réforme de la justice pourrait tendre. Je veux juste rebondir sur l'histoire de l'élection des juges. Alors moi, j'y suis tout à fait défavorable. C'est possible. Pour un paquet de raisons, notamment pour une raison qui est simple, c'est que si vous fondez une politique pénale locale sur ce qui fait plaisir localement, je suis pas certain que ce soit le plus efficace. Et aux États-Unis, effectivement, on a ce système. Aux États-Unis, effectivement, on a ce système d'élection, notamment des procureurs. Je n'ai pas le sentiment, et c'est plus que ne pas avoir le sentiment, ce sont des faits, que la société américaine génère moins de délinquance, moins de violence que la société française. Donc c'est absolument pas une réponse. Quant à la syndicalisation des juges, vous pointez le mur des cons, le syndicat de la magistrature. Il y a pas mal de magistrats aussi, parce qu'en fait l'objectivité et le fait d'être neutre n'existe pas politiquement, y compris pour des juges. Il y a pas mal de magistrats, et ça on s'en émeut moins, mais c'est tout à fait leur droit, qui sont devenus, j'en ai côtoyé lorsque j'étais parlementaire, des parlementaires de la droite républicaine, et pas forcément d'ailleurs de la plus molle. Donc les juges, ils sont comme tout le monde, ils ont des opinions. En revanche, mais par exemple, les militaires ne sont pas syndiqués. C'est que leurs décisions soient fondées. Allez, on marque une pause, vous aurez la parole au retour. Jean-Luc Touly, à tout de suite. Avec vous, pour le 10h midi, nous commentons l'actualité, ce verdict donc dans le procès de Viry-Châtillon, incompréhension des policiers et beaucoup de réactions de Français qui ne comprennent pas, effectivement. 16 accusés dans le box, 5 condamnés uniquement. Jean-Luc Touly, on ne vous a pas entendu sur le sujet? Oui, 2 remarques. D'abord, Patrick parlait d'élection des juges et que ce soit aux législateurs de prendre ces mesures. Le problème, c'est que les législateurs, aujourd'hui, ne représentent pas le peuple, puisqu'on n'a pas de proportionnel du tout. Or, il avait été dit qu'il y aurait quand même une dose de proportionnel. Là, on n'en parle plus du tout. Donc, on va se retrouver devant un parti qui est ultra minoritaire et qui a la majorité des députés. Donc, ça va être difficile de faire passer des réformes. La deuxième chose, moi, je suis souvent devant la justice. Enfin, moi, personnellement, pas que personnellement, mais avec mon association anticorruption. Et je vois depuis un certain nombre d'années, il y a quand même une évolution qui va dans le bon sens, même si c'est très difficile. Là, je parle de la justice des cols blancs. Voilà, c'est une autre justice, enfin une autre justice, c'est un autre caractère de la justice, mais d'attaquer systématiquement les juges, je pense que c'est un petit peu facile, même si parfois on est déçu. Ça m'arrive d'être déçu. Mais quelle est la responsabilité Un auditeur pose la question de façon un petit peu humoristique, mais en disant un charcutier qui va vous vendre une saucisse avariée, il est responsable. Un juge qui va remettre en liberté un assassin qui va tuer après, il a de compte à rendre à personne. Ça a toujours été 2 poids 2 mesures. La justice de classe, elle existe un peu, mais il y a quand même une évolution où maintenant, par la transparence, par les médias, on apprend des choses et ça va souvent en justice. Alors que les condamnations soient pas au niveau qu'elles devraient être, c'est possible. Mais pour moi, le plus important, c'est que les affaires deviennent publiques, on soit informé de ce qui se passe. Après, évidemment, c'est au peuple de voter pour ces députés, pour qu'éventuellement ils fassent évoluer les lois. Mais ce n'est pas les juges qui sont responsables des lois. Alors, je voudrais qu'on... Oui, un petit mot, Sophie. Non, juste un tout petit mot. Ce qui me désole, c'est de voir, en vous écoutant avec attention, que vous pensez que la justice, effectivement, est un peu tributaire des députés, des politiques, du côté dans lequel on est. Enfin, je veux dire, quand on juge un jeune ou pas jeune qui a essayé de tuer des policiers, il ne devrait pas y avoir une once d'incidence du parti auquel on appartient. Je veux dire, on est arrivé à un stade où les jugements prononcés envers la société civile, envers la société qui nous concerne, sont devenus complètement déraisonnables à l'encontre du bon sens et de la morale. Donc là c'est plus une question de politique, ça veut rien dire. Absolument. Donc, allez,
Sophie, on va changer de sujet. On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant, mais on a un auditeur qui voulait réagir sur cette affaire des frontières. Donc, comme on a Patrick Mignon avec nous et que les frontières, vous les connaissez bien, et qu'Emmanuel Macron, on aura toujours l'occasion d'en reparler. Je voulais qu'on évoque ce sujet-là. Donc, on a appris la suspension des vols en provenance du Brésil. La France a imposé une quarantaine de 10 jours aux voyageurs d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Donc, pourquoi ces 3 pays-là? C'est une mesure qui concernera également la Guyane et alors tout ça va être mis en œuvre à partir du 24 avril. Donc, pourquoi attendre? Pourquoi, Sophie disait tout à l'heure, dans une entreprise, quand on décide quelque chose, on le fait tout de suite. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué que les voyageurs encourraient une amende de 5e classe, 1 500 € s'ils ne respectaient pas la quarantaine obligatoire. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir la faire respecter. On ne pourra pas contrôler. Non, on ne pourra pas contrôler, on est d'accord. Possible. Oui. Patrick Mignon. Non, je vois vraiment pas. Alors déjà, le délai de 5 jours, je comprends pourquoi. C'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, notamment française, envoie ses avions et ses équipages, il faut qu'ils puissent revenir. Mais je pense que le gouvernement, rien ne l'empêcherait de prendre un délai beaucoup plus court et d'accorder des dérogations, ce qui est quand même pour le retour des vols dans des conditions très particulières, avec des normes faites spécialement pour ces vols-là. Donc ça serait un peu plus efficace, parce que dire... la situation est critique, mais c'est dans 5 jours, ça fait qu'elle n'est pas vraiment critique, quoi. Donc, alors que tout le monde sait qu'elle l'est. Deuxièmement, oui, Romain Colas, vous avez raison, jamais ça sera contrôlé. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs pour les malades à domicile que l'assurance maladie devrait pouvoir contrôler pour savoir si l'arrêt de travail est justifié ou non et si la personne est bien à son domicile, c'est jamais fait. Donc, il n'y a pas plus de moyens là-dessus que sur le reste. On n'a pas ce genre de moyens. Donc, je comprends pas bien du tout, c'est incohérent. Encore une fois, c'est de l'incohérence. Je pense qu'ils sont on l'a dit, on l'a déjà répété, mais on le redit à chaque fois et c'est navrant, c'est de la réaction, ça n'est pas de l'anticipation, c'est pas proactif. Malheureusement, on ferait peut-être pas mieux nous si on y était, mais franchement, c'est eux qui ont la charge, c'est désolant. C'est difficile de le faire plus mal, en tout cas. Il y a des petits pays comme la Grèce, qui va d'ailleurs au passage réautoriser le tourisme dans 15 jours, au moment où nous on commence à fermer, mais il y a des petits pays stupéfiants. Vous alliez en Grèce, vous alliez dans un hôtel pendant 5 jours pour respecter la quarantaine. C'est stupéfiant. Donc on a un pays quand même qui a des moyens très importants. Et on menace sans arrêt, on menace d'amende, on fait peur aux gens, il ne se passe rien. On a vu tous ceux qui sont atteints par le Covid. Il y a un coup de téléphone maintenant, c'est vrai, de l'assurance maladie qui vous demande si vous allez bien et qui vous dit de rester chez vous, point final. Oui. Donc bon, voilà. Non, mais il y a une disparité de l'accompagnement. Je l'ai vu autour de moi avec des gens qui ont le Covid, qui est assez sidérante. Parfois, on vous accompagne pour faire le test PCR après un test positif en antigénique et d'autres fois non. Donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Romain Colas, oui, vous dites que ce ne sera évidemment pas contrôlé. Non, parce que on sait ce que sont les moyens des forces de l'ordre et ça fait peut-être la boucle avec le sujet qui viendra juste après. Mais moi, je partage les interrogations qui sont celles de Sophie de Menton et de Patrick Mignon. Moi, j'ai pas de leçon à donner, franchement. Le gouvernement de la France, comme l'ensemble des gouvernements du monde entier, est confronté à une crise qui est inédite. Oui, mais on peut se poser des questions de savoir pourquoi on est toujours en retard d'un train. J'y viens parce que, pour le coup, je trouve que sur ce sujet particulier, des ressortissants français ou des étrangers qui viendraient sur le territoire national depuis des zones dans le monde où circulent très activement des variants dont on ne sait pas d'ailleurs quels sont leur niveau de contagion, la résistance au vaccin, je trouve que là, très franchement, on est dans l'illustration la plus complète de l'absence de leçons tirées des épisodes antérieurs de cette crise. Moi, je ne me l'explique pas. Je vous avoue que je reste dans l'incompréhension la plus complète sur le temps qu'il a fallu au gouvernement, alors que le variant brésilien, ça fait un moment qu'il circule, alors qu'on a un territoire français qui s'appelle la Guyane, qui a la plus longue frontière terrestre de tout le pays, et que c'est avec le Brésil. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas créé les conditions. On a su le faire
lorsqu'on a rapatrié, vous vous souvenez, c'était il y a 1 an et demi, des Français de Wuhan, quand la ministre Buzyn nous disait d'ailleurs qu'il y avait assez peu de chances que la Covid arrive sur le territoire national. Mais enfin, je veux dire, ces Français-là, on les a rapatriés, on les a isolés, je me souviens, près de Marseille, notamment dans un centre de vacances. Voilà, à Carry-Lerouet. Enfin, je veux dire, on sait faire aujourd'hui, vous avez des hôtels à côté des aéroports qui sont vides parce qu'il y a la crise. Je veux dire, on peut créer un système. Bien sûr. On n'est plus à 1 milliard près, quoi. Enfin, on va se dire les choses franchement. On peut créer un système pour isoler les gens, parce que moi, ma crainte, et j'en termine par là, c'est que du fait de cette impréparation, on ait des variants, il y a le fameux P1, qui viennent se diffuser sur le territoire national. On ne sait pas encore une fois quelle est l'efficacité des vaccins vis-à-vis de ces variants. Et c'est qu'on reparte pour un tour de 2, 3, 4, 5, 6 mois de privation de liberté. On a 65 millions de Français qui vivent sous cloche depuis des mois et des mois, avec des conséquences sociales, économiques, psychologiques qui sont désastreuses. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut qu'on se donne les moyens d'éviter qu'on reparte pour un tour qui serait funeste. Et là, vraiment, je ne m'explique pas la raison pour laquelle le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Vous avez 1000 fois raison et vous avez utilisé encore le mot moyen. Et parce que ce moyen, c'est devenu un mot qu'on ressort absolument tout le temps et sans arrêt en France dans tous les domaines. Le seul problème, je crois, parce que j'essaie de m'expliquer les choses comme vous, je crois que le seul problème, c'est l'état profond et la pléthore administrative. Je pense que les ordres se diluent. Je sais de sources très proches que le président de la République, c'est pas une excuse, mais lui-même pique des colères épouvantables parce que quand il pense quelque chose à moi, pardon de vous dire ça, mais enfin Sophie, je n'excuse pas. Je n'excuse pas du tout. Je dis que on a un problème majeur. C'est une structure administrative où on passe par tellement de décisions, où personne ne veut mettre une signature, où tout le monde a peur. On a peur du risque juridique. On n'ose pas. On est paralysé. Alors, c'est ça ma terrible inquiétude, parce que je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite. Ma terrible inquiétude, c'est cette paralysie. On est incapable de lutter contre ce qui se passe et que ça peut traîner indéfiniment. C'est terrible de voir ça. Oui. Et c'est pour les vaccins, c'est pour tout. Les process sont devenus fous. Mais là, effectivement, on a du mal à comprendre comment on se met en place. Alors, notre auditeur est en ligne, Xavier, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour. Oui, bonjour Valérie et bonjour à toutes vos excellents chroniqueurs. Merci à vous, vous êtes un auditeur fidèle. C'est gentil. Merci. On est tous excellents, ça c'est bien. Oui, c'est la première fois que vous passez à l'antenne, mais vous m'envoyez régulièrement des petits mots que je lis à l'antenne. Quand on nous passe de la pommade comme ça, je me méfie un peu. Alors écoutez, je suis atterré par la méconnaissance du gouvernement de la situation en Amérique du Sud. Je me demande à quoi servent les ambassades françaises dans des pays comme l'Équateur, le Pérou, la Colombie. Car le variant brésilien est partout sur le continent. Donc, les mesures prises de suspendre les vols d'Argentine, du Brésil et j'ai oublié le Chili, n'est pas suffisant. Et je vais vous donner un exemple très triste. J'ai une amie colombienne dont la fille, 19 ans, est actuellement entre la vie et la mort. Elle a le variant brésilien. Depuis à peu près 20 jours, elle a eu le Covid. Elle est maintenant sous respirateur et coma artificiel et elle a fait une crise cardiaque cette nuit. Voilà. 19 ans, sans aucune comorbidité, une jeune fille qui faisait des études de médecine en plus et qui se retrouve dans cette situation. Donc le gouvernement français, je ne sais pas ce qu'il cherche. Est-ce qu'il cherche à tuer la population, mais il ne prend pas les mesures qui s'imposent. Oui, merci de votre témoignage et bon, pour tous ceux qui disent que ça n'existe pas, on voit bien que et c'est le variant brésilien dont elle est victime. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est le variant brésilien. Ouais. Sa mère avait eu 2 fois le Covid, mais ce n'était pas le variant brésilien. Oui. Donc on peut se demander pourquoi il n'y a pas des mesures plus strictes qui sont prises. Puis on peut se demander l'Argentine, le Chili, le Brésil, mais alors l'Uruguay et le Paraguay qui est au milieu, là, eux, tout va bien. Je sais, oui, non, mais c'est tout le continent. C'est tout le continent. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est un gouvernement qui est, à mon avis, tellement isolé qu'il est complètement incohérent. Je ne sais pas quel gouvernement dans l'état actuel de la France. Oui, il y a l'ARS aussi. Quel gouvernement y arriverait? On met un nouveau président, je veux bien un nouveau Premier ministre. Je ne vois pas, dans la dilution des pouvoirs, dans l'incapacité d'anticiper, etc., comment, du jour au lendemain, parce que maintenant, c'est du jour au lendemain qu'il faut réagir. Je suis désespérée parce que je ne vois pas comment on s'y prend. Oui, Romain,
pardon, je rebondis là-dessus. Pour le coup, et c'est vraiment pour ça, je vous assure que j'essaye de comprendre et que je ne perçois pas la logique qui est à l'œuvre s'agissant de la gestion de ceux qui arrivent de l'extérieur en France. Il n'y a pas à réagir dans la minute. Ça fait des mois et des mois que nous savons qu'il y a des variants. Ça fait des mois et des mois qu'on sait que ces variants, ils peuvent être introduits sur le territoire national par des gens qui viennent de l'étranger. Et on a l'impression qu'on est dans un impensé total. Et je suis d'accord, il y a une superstructure, etc. Il y a aussi un problème, là, je rebondis sur ce que disait Sophie Dumenton, c'est que si on veut que la superstructure administrative, parce qu'il y a des fonctionnaires de grande qualité aussi dans ce pays, si on veut qu'elles soient en capacité de déployer efficacement les décisions politiques qui sont prises, il faut l'associer aux décisions. Or, depuis le début de cette crise, et là on a le problème du présidentialisme français, on a un Emmanuel Macron qui décide beaucoup tout seul. Non, je vous donne un exemple précis. M. Mélenchon qui est en Amérique latine. Je conclue là-dessus. Qui décide tout. Non. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Les dernières annonces du président de la République. Quand le président de la République annonce qu'on va fermer les écoles une semaine, qu'on va décaler les vacances scolaires et qu'on va reconfiner le pays tout entier. Il y avait énormément de questions que cela posait, d'organisation pratique pour un maire, pour l'éducation nationale sur le terrain. Le président de la République, il a décidé ça tout seul, il n'a pas laissé fuiter, y compris dans son administration, les décisions qu'il a annoncées parce qu'il voulait un effet blast de sa parole. Résultat des courses, l'administration derrière, elle a ramé pendant 3 jours pour essayer de traduire en mode d'emploi pratique sur le terrain les décisions prises dans l'isolement par le président de la République. Et ça aussi, c'est une leçon qu'on n'a pas tirée depuis le début de cette crise, c'est qu'on a toujours un décalage formidable entre les annonces et la mise en œuvre sur le terrain, et on perd un temps et une énergie folle à chaque fois. Voilà. Et là, sur cet isolement de ceux qui viennent de l'étranger, c'est le cas. Allez, on doit marquer une pause, c'est l'heure d'un petit moment de pub et on se retrouve dans un petit instant, on continue ce débat avec vous, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Alors ça vous fait beaucoup réagir évidemment ce sujet sur les frontières, sur le délai, c'était là-dessus qu'on était, sur le délai entre les annonces et l'application. Je voyais là des images terribles sur Twitter en Inde où on est obligé de brûler les morts sur le bord des routes parce qu'il n'y a pas de place pour les stocker ni pour les enterrer. Donc c'est vrai qu'il y a des pays, mais l'Inde on n'en parle pas. Il y a des là aussi il y a de la contamination qui se fait avec un variant. Mais on a l'impression qu'on tâtonne. Vous voulez redire quelque chose, Patrick Mignon, sur ce qu'on disait? Je voulais dire aussi que je trouve que là encore, le gouvernement a manqué d'anticipation parce que c'est pas un scoop, mais l'Argentine, le Chili sont des pays de l'hémisphère sud. Et c'est encore moins un scoop de savoir que maintenant, ils sont en automne quand nous, on est au printemps et donc qu'ils vont vers l'hiver quand nous, on va vers l'été. Or, on se souvient qu'on a eu un reconfinement en novembre, c'est-à-dire pile avant le début de l'hiver, donc justement après cette phase automnale dans laquelle eux, ils sont. Et donc, nous, on aurait peut-être pu anticiper en prenant en compte ce facteur saisonnier aussi, en ce qui concerne les voyages des gens qui venaient de ces pays-là, en se disant que ça allait peut-être s'aggraver. En fait, on dit tous les quatre la même chose. D'une telle évidence. Ben oui. Il y a des évidences qui n'en sont pas pour tout le monde. Ouais. Alors je veux bien qu'on trouve des excuses. L'État profond, on peut pas faire les chaînes de commandement comme il faut, mais il y a un patron. Ouais. C'est le président de la République. Il a un premier ministre qu'il a choisi techno parce que l'autre politique lui faisait de l'ombre. Donc il s'est dit le techno qui a bien réussi le déconfinement, il va continuer. Ben non, il a loupé aussi le reconfinement. Donc en fait là ça commence à faire beaucoup. Et Xavier qui a appelé tout à l'heure nous dit: je voulais ajouter que je suis sur un groupe Facebook des amis de l'Amérique latine qui ne cherchent qu'à biaiser les contrôles pour circuler entre France et Amérique du Sud. Et je confirme ce que dit Xavier. Moi j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont raconté falsifier les tests PCR pour ne pas avoir à faire de tests. Donc là, après c'est de la responsabilité. Oui, donc c'est pour là c'est de la responsabilité de chacun. Oui, j'ai une question à Romain Collat, qui est secrétaire national du PS. Donc, on a beaucoup critiqué à juste titre le président, mais il y avait une réunion, je crois, samedi ou dimanche, des partis de gauche, où j'ai entendu Yannick Jadot ce qui est passé à la télévision, alors c'est peut-être très réducteur, qui a dit: mon combat c'est contre Macron et surtout contre Marine Le Pen. Mais ça fait pas un programme, et je voudrais savoir qu'est-ce qui a été dit sur ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire sur la pandémie. Qu'est-ce qu'aurait fait la gauche de mieux? Est-ce que c'était le sujet? Oui, très franchement, je n'ai pas participé à cette réunion parce que je ne me suis pas déclaré candidat à l'élection prédentielle. Donc oui, c'est vrai. Je ne suis pas certain que ce soit le cœur du sujet. Là, l'objet, c'était de
pour des responsables de gauche qui ne s'étaient pas vus depuis très très longtemps, en tout cas dans une configuration large, c'était de savoir s'il y avait une voie possible pour élaborer un contrat de gouvernement et précisément aborder ensemble les réponses à la crise, mais bien plus largement aux sujets qui sont ceux de préoccupation des Français, et puis la crise sociale, écologique, etc. Donc je ne suis pas certain qu'ils aient abordé le sujet, et en tout cas je ne suis pas dans le secret des dieux, et c'est des proches qui disaient mieux vaut se taire et paraître idiot plutôt que de parler et de laisser aucun doute à ce sujet. Donc là, j'en sais rien. Oui, enfin, la question était bien au-delà de ça, et je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas un politique, on critique et on a raison, mais il n'y a pas un politique qui propose quelque chose de concret. Je veux dire que c'est extraordinaire, on les voit, oui, on est content qu'ils soient contents de se retrouver parce qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Mais je veux dire, c'est pas tellement mieux à droite, c'est des critiques incessantes et il n'y a rien je veux dire, comment sortons de cette crise? Il n'y a rien, on a l'impression que la seule chose qui est intéressante, c'est qui va arriver au pouvoir. Sophie, dans les politiques, on est plutôt dans la démarche des yaka faucons, puisqu'on n'est pas aux manettes. Oui. Mais ce que moi je critique, du président aussi, c'est que l'exécutif, le président, n'est que dans la com, et son gouvernement aussi. Il ne donne vraiment pas l'impression d'avoir des manettes efficaces. Oui. Voilà. Oui, et c'est ça qui me gêne. Oui, qu'on nous critique en tant que politique parce on dit yaka faucon encore une fois et on ne le fait pas. Oui, c'est une critique que je reçois parce que tant qu'on n'y est pas, effectivement, on n'est pas en capacité, on peut pas démontrer qu'on ferait mieux. Oui. Mais par contre, on est capable quand même, et on a quand même le droit en France de dire que ceux qui y sont font très mal. Oui. Voilà. Catherine vous dit, Sophie de Menton, pouvez-vous dire à Madame de Menton qui a dit à un général, le chef c'est moi, alors qui le chef et qui le rende les clés, désolé. Voilà. Un tout petit mot, Valérie, si vous me permettez, juste en réaction à ce que disait Sophie, je me permets de nuancer son propos à deux titres. Le premier, c'est que dans les formations politiques, c'est le cas du PS, je m'occupe moins de ce qui se passe chez les autres, mais c'est le cas du PS, il y a tout un travail qui est engagé de préparation d'un projet, parce qu'il s'agit de négocier aussi et de discuter avec les partenaires de gauche et demain avec les Français sur un certain nombre de propositions. Et donc le PS, tous les mois, sur des sujets qu'il a identifiés comme prioritaires, fait état de ses propositions. La dernière session de production, et d'ailleurs on les met en débat avec les Françaises et les Français, ça concernait justement la justice écologique et sociale, comment concilier ces deux enjeux qui nous paraissent fondamentaux. Donc il y a un travail de production d'idées. Mais on n'en a pas parlé. Qui ne reçoit pas forcément beaucoup d'écho dans la presse, et je vous remercie d'ailleurs de permettre d'en dire un tout petit mot ici, et sur le fait que les oppositions soient plus dans la critique que dans la proposition s'agissant de la gestion de la crise sanitaire, ça tient encore une fois, je crois, à la façon aussi dont les décisions sont prises. Le Premier ministre, régulièrement, avant des annonces présidentielles, il reçoit les responsables des groupes parlementaires et des formations politiques nationales. Il n'y a jamais de discussion sur les enjeux, il n'y a jamais de discussion sur les indicateurs. C'est en gros, on vous écoute, mais jamais on ne vous montre qu'on vous entend, et donc il n'y a aucun processus de co-décision. Donc comment vous voulez que des gens qui ne sont jamais associés à rien, auxquels on ne donne pas d'informations sur les tenants et les aboutissants, une mise en scène de pseudo-concertation qui soient dans autre chose que de la critique, parce qu'ils ne peuvent pas collaborer, alors que les présidents de région, les maires des grandes métropoles, ils sont prêts à travailler, et les maires comme moi d'ailleurs, on le fait, on a ouvert un centre de vaccination, nous quand on nous associe, on sait faire, on est ravis de le faire, c'est notre boulot. Mais je veux dire, il y a ce problème de la façon dont sont construites les décisions. Angela Merkel, à chaque fois qu'elle a eu à prendre des décisions au niveau fédéral, c'était des heures et des heures, parfois je crois que le record ça a été 14 heures de réunion, me semble-t-il, avec les présidents des Länder allemands, parce qu'il y a un processus de co-construction, et d'ailleurs il y a beaucoup moins de polémiques en Allemagne si vous regardez, entre les différentes formations politiques sur la gestion de la crise, simplement parce qu'ils essayent de l'affronter ensemble, plutôt que dans la solitude isolée d'un pouvoir qui est coupé des Françaises et des Français. Et c'est exactement la même chose dans le monde de l'entreprise, je suis désolée, s'il faut protéger nos salariés c'est nous tous ceux qui nous écoutent. On a eu toutes les interdictions, on n'est jamais concerté, on sait qu'on va fermer au moment où le président l'annonce à la télé pour les commerçants. C'est invraisemblable, et on a empêché le pays de se protéger dans les entreprises. Et c'est très grave, et c'est encore le moment en ce moment. Il y a aucune concertation d'aucune sorte, de façon invraisemblable. C'est bien parce que c'est bien aussi Sophie de Menton, c'est bien et Romain Colas, c'est bien parce que le gouvernement est aujourd'hui uniquement dans la réaction qu'il privilégie
aussi peut-être pour des questions de discrétion et de responsabilité devant la justice, qu'il privilégie le fameux Conseil de défense. Parce que s'il n'était pas dans la réaction, mais qu'il était dans l'anticipation, bien évidemment que beaucoup de ce genre de choses se feraient à l'Assemblée, qu'il y aurait des débats parlementaires avec des élus de la population qui permettraient de faire passer les choses qu'ils veulent faire passer. Alors, quand je dis ça sur les différents plateaux auxquels je participe, on me dit, on ne peut pas traiter des événements super actifs comme une épidémie en débat parlementaire sur un mois. C'est pas de ça dont il s'agit. Bien sûr qu'il faut réagir rapidement quand il y a besoin de réagir rapidement. En l'occurrence, on en a parlé, la fermeture des frontières est peut-être plus rapide que 5 jours plus tard avec les pays d'Amérique du Sud. Mais les grandes orientations, et c'est là que pour une fois je rejoins Romain Colas, les grandes orientations, c'est avec les responsables régionaux des régions et des départements et l'association des maires que ça aurait dû être débattu, et bien évidemment en amont avec les députés et les sénateurs. Et les entreprises. Et Sophie, qu'est-ce que vous pensez des résultats des élections professionnelles dans les TPE où il y a eu à peine 5% de participation? Je pense qu'on a un problème qui fait partie des problèmes français, c'est que je crois que les syndicats ne répondent plus non plus aux besoins des entreprises. Je veux dire qu'on a gardé des syndicats qui sont, depuis la guerre, qui sont à peu près les mêmes. Moi, vous savez quoi, au sein d'éthique, à la limite, je suis pour une participation obligatoire. Que les entreprises soient obligatoirement syndiquées. C'est la seule façon d'avoir des syndicats normaux, entre guillemets, et c'est la seule façon d'avoir une démocratie. Donc là, ça ne veut plus rien dire d'aller voter pour un syndicat, mais la CGT a été majoritaire chez les PME d'ailleurs. Allez, voilà, on a fini ces débats. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Un petit peu quand même. Un petit peu, non, mais je parlais de son interview, pardon, même de trop, d'ailleurs. dans le Figaro aujourd'hui, et de son déplacement, donc... où visiblement il se recentre sur le régalien, il faut se battre pour le droit à une vie paisible, oui, ça c'est sûr. Et puis bon retour à M. Mélenchon d'Amérique latine, il a plus que 4 jours. Ah oui. Il est rentré ou il n'est pas rentré? Je n'ai pas suivi. Je ne crois pas qu'il est rentré. Non. Il faut le laisser. Il faut le laisser, il faut le mettre en quarantaine. En quarantaine aussi. Merci à tous les 4.